Ce soir, une question simple mais dérangeante que devient un enfant quand il perd tout, quand il perd sa mère, quand il perd son père, quand la famille, au lieu de protéger, se déchire, quand le deuil devient un champ de bataille en Afrique. Comme vous savez peut-être, on parle peu de santé mentale, on parle peu de traumatisme, on parle peu des orphelins, sauf pour les plaindre. Mais qui les écoute vraiment? Qui mesure l'impact d'un père absent, d'une mère disparue, d'un environnement familial toxique? Ce soir, notre invité ne vient pas faire pleurer, il vient témoigner, il vient confronter, il vient dire ce que beaucoup vivent en silence. Ce soir, nous recevons un homme qui a transformé la douleur en message, un homme qui a choisi la plume au lieu de silence. Dans son livre La vie d'un orphelin, il raconte la perte, la guerre des familles, la foi, la résilience aussi. Mais surtout, il pose une question essentielle. Un orphelin est-il victime de la société ou une force en devenir? Avec nous ce soir, nous recevons pour vous M. Ruben Tika Kumu qui est déjà avec nous. Bonsoir et bienvenue dans Politis. Merci beaucoup. Première question, comment allez-vous? Très bien, merci, et vous-même? Ça va, j'espère qu'on va passer un très bon moment. On va passer un très bon moment en tout cas. Merci beaucoup, installez-vous. Déjà, on va parler de votre livre. Pour ceux-là peut-être qui ne le savent pas, qui est Ruben Tika. Ruben Tika est un entrepreneur. Ruben Tika est président d'une structure citoyenne qui se dénomme Congo Gagnant. Ruben Tika est un Quinois. Donc c'est ce que je peux dire en bref en tout cas. Vous êtes Quinois? Oui, oui. Comment vous voyez l'environnement actuel de la ville-province de Kinshasa? Malheureusement, rien ne va dans la ville de Kinshasa. Ce n'est plus quelque chose à cacher. Rien ne va, rien ne marche dans la ville de Kinshasa en tout cas. On va y revenir en long et en large. Okay. Remettez-moi votre livre. Okay, je vais voir, puisqu'il s'agit de ça, la vie d'un orphelin. La voix d'un orphelin, c'est forcément la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit que les orphelins, ce sont les fils de Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai eu à mettre ces sous-titres. La voix d'un orphelin, c'est forcément la voix de Dieu. Pourquoi vous avez eu le temps d'écrire ces livres? J'ai eu le temps d'écrire ces livres. C'est d'abord pour dénoncer beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Malheureusement, il y a une situation qui devient très récurrente. La situation que quand un enfant perd ses parents, il est pris en charge par l'un des frères d'un de ses parents. Mais par la suite, on remarque que cet enfant-là est beaucoup maltraité. Cet enfant n'a pas beaucoup d'affection, cet enfant est malmené. Et jusqu'à même pour certains, pour d'autres, ou comme ça a été le cas avec moi, ces enfants sont traités par ailleurs par des sorciers. Donc un peu entre guillemets, l'Église aussi ne nous aide pas dans ces genres de cas. Donc ces livres, c'est un livre dénonciateur, c'est un livre qui, à la fin, au deuxième chapitre, donne aussi des conseils aux orphelins. Comment s'en sortir si tu es dans ces genres de situations? C'est comme une Bible des orphelins, parce que moi je le considère comme ça en tout cas. L'écriture a été un seul remède pour vous dans le moment que vous avez pu traverser? Oui, l'écriture a été l'un des grands remèdes. Ça n'a pas été le seul remède, mais ça a été l'un des plus grands remèdes, l'écriture. Avez-vous eu honte de votre souffrance? Deux fois. Honte, oui, au début, mais avec le temps, je l'ai pris comme une force. C'est ce qui m'a permis à être ce que je suis aujourd'hui, parce que sans parents, à un moment, j'étais sans domicile. Mais aujourd'hui, j'arrive à tenir devant un grand journaliste de votre écran. Donc, je me dis que ça a été une force pour moi de traverser tous ces chemins-là. En parcourant ce livre, je suis tombé sur une date, le 12 septembre. Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, le 12 septembre, ça me rappelle quelque chose. En tout cas, c'est la date où j'ai perdu ma mère. Je vis aussi, c'était à l'âge de 9 ans. C'était à l'âge de 9 ans. Expliquez-nous comment et qui vous a donné cette terrible information. Non, ce n'est pas une terrible information, j'ai eu à la vivre. Ce n'était pas une information, j'ai eu à vivre le moment. J'avais 9 ans, j'ai perdu ma mère qui souffrait de l'AVC. Donc ça a été très pénible, très dur, parce qu'à l'âge de 9 ans, c'est compliqué. Tu as d'abord besoin de l'affection de ta mère. Parce que quand tu vas à l'école, tu vois les amis, quand on les accompagne chez leur maman, mais toi, il y avait ton père qui t'accompagnait, forcément tu demandais, mais moi, où est ma mère? Souvent on disait qu'elle voyageait, on n'arrivait pas à me dire la vérité, parce que j'étais un enfant. Donc ça a été très pénible, très dur.
Dans ces livres, j'ai vu aussi quelque part, vous dites que vous avez été interdit d'aller rendre les derniers hommages à votre mère par votre papa. Comment ça s'est passé? Vous pensez que c'était une bonne décision de votre papa à l'époque? Je pense que c'était la crispation du climat entre les deux familles. Vous savez, à Kinshasa ici, les morts ne sont pas anodins. Donc certainement, si quelqu'un est mort, il y a quelque chose derrière. Et malheureusement, mon père a été calomnié, mon père a été accusé de toutes les choses, que c'est lui comme quoi qui a eu à ôter la vie de sa femme. Donc c'était pas serein. Et jusque même dans le livre, vous allez lire, il y a eu même bagarre le jour du deuil. Donc c'était pas facile, c'était pas serein. Il a joué dans l'option de protecteur, l'option protectrice de pouvoir de ne pas nous emmener jusqu'au deuil et de rester à la maison près de lui. C'était quoi votre état psychologique à l'âge de 9 ans? Voir tout ce qui est en train de se passer autour, vous comprenez la situation ou je sais pas? Non, en fait, je ne comprenais pas. Je voyais juste des gens qui s'échangeaient des paroles. Il y a certaines paroles même qui m'est restées en tête jusqu'à aujourd'hui. 10 ans passés, mais j'en ai toujours en tête. Donc ça a été terrible, c'était pénible. C'était pas vraiment quelque chose de favorable, c'était pas très confortable, surtout pour un enfant de 9 ans. Donc c'était très difficile et très pénible en tout cas. C'était très difficile, très pénible. Comment avez-vous survécu pendant cette période-là, de la disparition de votre maman à 9 ans? Ok, c'est grâce à mon père parce qu'en ces moments-là, quand il perd sa femme, il sait automatiquement qu'il doit jouer les deux rôles. Donc, il devait devenir un peu plus protecteur, un peu plus proche de nous comme ça a été auparavant. Donc, il a doublé des efforts et il était constamment présent en tout cas avec nous. Il n'avait pas l'habitude, c'est ce que je me rappelle bien, il n'avait pas l'habitude de venir me prendre jusqu'à l'école, mais au moins il commençait à le faire et je voyais même dans son approche, on savait que papa, c'est l'homme de la maison, il est dur. Ben, ça a eu à être... il y a une certaine forme d'accalmie dans son approche avec nous. Donc voilà, c'est grâce à mon père que j'ai eu à traverser ça de manière un peu paisible. Beaucoup d'orphelins dans ce genre de conditions sombrent dans la délinquance. Qu'est-ce qui vous a gardé sur le droit chemin? D'abord la conscience. Vous savez, quand vous êtes aîné de la famille, vous savez que vous êtes responsable d'une personne. Parce que moi, à l'époque, on n'était qu'à deux. Quand tu es responsable d'une personne, tu te dis que tu ne dois pas faire tout ce que les autres font. Vous savez un peu parce que dans un niveau... Parce que moi, j'ai eu à faire des bonnes écoles, comme j'ai eu à le dire souvent, et c'est qui est même marqué dans les livres. Mais j'ai eu une chute sociale parce que quand tu perds ton père et ta mère, toi, tu fréquentes toujours les mêmes amis, mais sauf que la réalité n'est plus la même pour que tu puisses continuer à fréquenter ces amis-là auxquels vous avez eu le même niveau social. C'était très pénible, donc il fallait un peu se rétracter, pouvoir doubler des efforts, apprendre des métiers pour pouvoir subvenir aux besoins de ton frère et de toi-même. Donc c'était un peu ça en tout cas. Par la suite, on a aussi noté dans votre livre le décès de votre père. Deuxième choc, expliquez-nous. Très difficile. Ça, là, j'étais plus conscient parce que j'avais 16 ans. C'était vraiment très pénible, très difficile. Je me rappelle même, j'ai fait tout un mois, je n'ai pas mangé parce que je me disais, qu'est-ce que nous allons faire? À l'époque, j'étais collégien du collège Saint-Joseph-Elikia. Je me disais, est-ce que j'allais poursuivre mes études? Parce qu'à l'époque, j'étais encore en 5e année littéraire, je pense. J'étais en 5e année littéraire, je me préoccupais, je me demandais. Il y avait beaucoup de questions qui traversaient ma tête. Comment j'allais étudier, comment j'allais vivre, ou comment nous allons continuer à s'en sortir. Parce que quand mon père est mort, il y avait encore un autre petit frère qui était venu, mon petit frère cadet, il n'avait que 6 mois. Et après, les familles, les situations, je dirais pas les familles, les situations, mais la conception africaine nous a pas vraiment aidé. Oui, la conception africaine nous a pas aidé parce que quand quelqu'un meurt, c'est sa famille qui vient récupérer toutes les histoires. Il ne s'occupe même pas des enfants et il vient juste pour leur cause, il vient juste prendre les maisons, les voitures, sans rien laisser aux enfants. Et c'est ça encore qui a été le troisième choc, je pense, de ma vie, c'est de voir tout est en train de partir. Juste un enfant de 16 ans, tu n'avais aucun pouvoir, tu regardes comment on vous prend tout. C'était incompréhensible. Je pense que c'est le plus grand choc que j'ai eu dans ma vie, c'est cette affaire-là de famille, quand ils prennent toutes ces histoires en tout cas. Par rapport à ce que vous venez de dire, la famille qui vient pour prendre
tous les effets de la maison, de papa et tout. Mais non, pensez-vous que la coutume a pris les dessus sur le droit? Ah oui, la coutume a pris les dessus sur les lois parce qu'il y a une absence totale de l'État. Je ne sais pas qu'est fait le ministère déjà. Bon, on n'est pas encore entré dans l'angle politisme, mais moi je me demande déjà... on peut glisser, il n'y a pas de souci en tout cas. Le ministère, vous demandez le travail du ministère du genre et famille. Du genre et famille enfant. C'est là que ce ministère-là doit intervenir. C'est ça malheureusement. À part plébisciter une certaine forme de féminisme 50-50, mais même dans sa nomenclature... Vous pensez que ce ministère-là est trop féminisé? Oui, c'est trop féminisé. Il y a, par exemple, il n'y a jamais eu un ministre homme occupé cette fonction. C'est la question. Hein. Vraiment, c'est que les femmes. Dans le ministère genre et famille enfants, je pense que ces ministères se basent beaucoup trop, pour ne pas personnifier, ces ministères se basent beaucoup trop sur les combats du féminisme. Or que dans sa nomenclature, il y a les enfants dans son attribution. Donc c'est pénible, il y a une absence totale de l'État et voilà pourquoi même moi je dis que si en 2028 et que le peuple arrive à porter son choix sur ma petite personne, je pense qu'il y a une réforme que moi, Ruben, je veux proposer dans ces secteurs-là. Vous avez des ambitions présidentielles? Non, mais... c'est pas exclu, hein? C'est pas exclu. On a vu un jeune président, quelqu'un... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais moi, je faisais référence à l'Assemblée nationale. Exactement. La réforme que je proposerais, c'est qu'il y ait une certaine forme d'assistanat social dans chaque quartier. Parce que dans l'article 17 du 10 janvier 2009, dans son article 17, comme je l'ai dit, la loi dit que tout enfant doit grandir dans un cadre idéal. Et au-delà de grandir dans un cadre idéal, tous ses besoins matériels, moraux et affectifs doivent être pris en compte jusqu'à son épanouissement. C'est la loi, ça lui dit, mais que fait l'État pour mettre cette loi-là en praticabilité? C'est là où il y a difficulté. Dans cette réforme que je propose d'assistanat social, ça va aider parce que même si l'État ne peut pas couvrir toutes les charges de tous les orphelins d'un quartier, au moins l'approche, il y aura des psychologues. Quand je parle d'assistanat social, il y aura des psychologues qui joueront ces rôles-là, de pouvoir apporter leur aide affective aussi à ces enfants. Parce que n'oublions pas, tout enfant qui perd un parent a 40% de chances de tomber dans la toxicomanie ou dans une certaine forme d'anxiété plutôt. Et c'est ce qui amène souvent dans des suicides. Et c'est ce qui amène souvent dans la toxicomanie, comme j'ai allé dire. Tu vois, tu te perds un peu dans les liqueurs fortes ou dans des boissons. Mais si tu es accompagné et que si l'assistanat social dont je propose joue son rôle réellement à travers une approche un peu plus pédagogique et un peu plus affective, je pense que beaucoup de choses va trouver une solution. Parce que là maintenant, les gens tombent dans les banditismes. Pourquoi? Ils disent que non, ça les athées, leur moro les athées, papa, maman, Kenda. Si vous regardez bien tous ces jeunes-là, c'est toujours la même chose. Papa, maman, Kenda, Babo Telabissounion sort, un peu l'histoire, un peu mon histoire, quoi. C'est ce qui leur pousse vraiment à tomber dans ça. Faire les services nationaux, c'est bon. Faire les services nationaux, c'est bon. Mais ces gens-là sont déjà plus âgés. Peut-être ils sont déjà déformés. Ils ont déjà une certaine manière de penser qu'on ne peut pas changer forcément. Peut-être en leur insérant, en leur donnant du travail, en leur apprenant une certaine forme de métier. Mais si on arrive à attaquer ces problèmes dès les bas âges, je pense que même dans le lendemain ou même à l'avenir, on pourra former des parents responsables. Parce que disons-nous que tout enfant qui n'a pas grandi avec affection, et quand lui aussi il va mettre au monde à son tour, et quand il aura des enfants, certainement il ne démontrera pas cette affection-là parce que lui-même il n'en a pas bénéficié. Et je pense que cette solution, c'est pour aussi former des parents responsables à l'avenir, des parents beaucoup plus affectifs, beaucoup plus attentifs à ce que leurs enfants diront ou feront en tout cas. Et là dans tout ça, donc tout ce que vous venez de peindre comme tableau, le ministère du genre n'est pas concerné. Ça ne lui dit absolument rien. Rien du tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. On va enchaîner ici, je vis où encore vous avez consacré quelques lignes à parler de votre grand-mère. Des souvenirs. Des souvenirs. Une grand-mère formidable qui je salue en passant certainement. Elle est devant sa télé, elle a maintenant 90 ans, 90 ans juste. On peut applaudir pour la grand-mère. Vraiment. Beaucoup de souvenirs. Vraiment beaucoup de souvenirs. C'est une dame formidable parce que
à la perte de ma mère, elle venait aussi souvent avec mon père pour épauler un peu son fils, pour bien prendre soin de nous. Elle essaie un peu de remplacer la mère que j'ai eu à perdre, donc c'était un peu ça. Et pendant lorsqu'elle venait à la maison, c'était quoi son discours pour vous réconforter un peu le moral? Bon, elle n'avait pas forcément un discours, mais on les ressentait à travers des gestes qu'elle pouvait faire. Sa manière de nous enlacer dans ses bras, sa manière de demander ce qu'on faisait, ses multiples conseils qu'elle ne cessait de donner, ça a été quand même un réconfort. Est-ce que sa rigueur vous a réconforté aujourd'hui? Sa rigueur, oui, ça vous a forgé. Rigoureuse. Oui, ça nous a quand même aussi forgé à avoir une certaine discipline dans la vie. Donc je pense que si aujourd'hui aussi j'arrive à faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à avoir une certaine forme de discipline. Et je pense que ça nous a aidé quand même aussi. N'avez-vous pas eu l'impression d'avoir été privé de votre enfance? Oui, j'ai été privé de mon enfance parce que moi, je n'ai pas eu un cursus normal, hein, comme tous les jeunes. Moi, déjà quand j'avais 16 ans, j'étais obligé d'aller travailler. Et j'ai travaillé parce que moi, à l'époque, quand mon père est mort, je ne savais même pas comment changer une ampoule plutôt. Donc tellement qu'il y avait tout, j'étais embelli quoi dans ma vie. Et on peut dire que vous étiez un peu gâté. On les appelle les enfants gâtés. Un peu gâté, ces changements brusques à tout changer. Je ne savais même pas changer une ampoule. Et il fallait maintenant que j'apprenne à travailler et à gagner de l'argent. Il fallait commencer par l'ampoule. Non, ça c'est juste un exemple basique en tout cas. Oui. Et il fallait apprendre à travailler, il fallait chercher de l'argent pour pouvoir payer les études de mon frère et pouvoir aussi faire l'université. Et puis on va parler de la servie financière après la disparition de votre père. Comment ça s'est passé? Vous devez vous débrouiller. Votre premier travail, c'était quoi? J'ai été... donc je ne vais pas parce que c'est une firme publique, mais j'ai quand même à travailler quelque part. J'étais très jeune, j'ai eu même à falsifier mon âge, donc tellement qu'il y avait urgence. Je ne savais pas quoi faire, j'ai eu à falsifier mon âge, dire que j'étais déjà majeur pour commencer à travailler et s'occuper de mes frères. De mes frères. Ça s'est bien passé. Ça s'est quand même bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Une expérience de la vie. Une expérience de la vie. Dieu ne laisse pas les orphelins en tout cas. Dieu m'a quand même béni, ça je ne peux pas le nier et je rends gloire à Dieu aussi quand même. Et c'était difficile au début. Parce qu'on était sans logement, je me rappelle, nous étions en train de dormir devant l'église Shekinah pour ceux qui habitent Matete et qui connaissent. On étamène le sol, donc ça arrive aussi à un moment donné qu'on puisse tendre la main comme certains enfants qui le font aussi. Mais sauf que ma manière de demander intriguait aussi beaucoup de gens parce que souvent les enfants qui demandent ne savent pas bien s'exprimer en français. Moi quand j'ai demandé, j'avais un peu un accent en français, ça intrigue quand même. Pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi? Jusqu'à ce que quelqu'un de bonne foi a eu à me mettre dans un circuit et jusqu'à ce que je travaille, jusqu'à ce que j'ai eu à travailler à l'époque. Donc voilà un peu. Enfin, c'est très émouvant. Vous dites qu'un père est la colonne de son fils. Quelle valeur gardez-vous de Monsieur Freddy Tita? Mon père, c'est vraiment un modèle pour moi. C'est vraiment un modèle pour moi de la manière... Parce que dans les livres, je ne peux pas aussi déballer tous les livres parce que les gens aussi doivent venir acheter en Exactement. tout cas. Exactement. Mais quand je vais les raconter dans les livres, comment il a su gérer certaines situations, pour moi c'est un modèle. J'essaie un peu de prendre exemple sur lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été très formidable. Donc c'est mon géniteur, je ne peux que dire du bien de lui en tout cas. Et puis une part là, vous avez parlé de Gentini Ngobila. Pourquoi? Le nom de Gentini Ngobila figure dans votre livre. Ah oui, lui aussi c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé en tout cas, à qui je salue aussi en passant. Parce que quand mon père est mort, il y avait un oncle qui venait de la Belgique. Il y avait un oncle qui venait de la Belgique qui était aussi très proche de M. Gentini Ngobila. Et c'est grâce à cette connexion-là que M. Gentini nous a aussi hébergés chez lui pendant un moment. Il nous a hébergés chez lui vraiment. C'est un homme de bonne foi parce que souvent les gens ont une certaine perception des grands hommes politiques. Mais lui, c'est un homme au grand cœur en tout cas. Je peux le témoigner, l'affirmer sur votre plateau. C'est votre mentor? Oui, c'est un mentor politique, oui. C'est quelqu'un qui a
un grand cœur en tout cas, il veut aider les gens. Et moi en tout cas, je suis les fruits de son aide. Il m'a aidé et si je suis aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à M. Gentil Ngobila. Vous portez le nom du célèbre docteur Émile Ntika. Est-ce un avantage ou un fardeau? C'est un fardeau, c'est un fardeau. Un avantage aussi parce que dans certains milieux, on arrive à me reconnaître facilement quand j'ai... Parce que moi, j'ai son nom et son post-nom. C'est une charge, un fardeau parce que je me dois d'être à la hauteur de ces noms. Donc, je ne me dois pas de me comporter n'importe comment. Donc, je me dois vraiment d'assumer ce nom-là, en tout cas, pour lui faire honneur et pour ne pas ternir aussi le nom, en tout cas. Revenons un peu en arrière. Dans votre livre, vous avez fait mention, vous dites, vous avez d'abord rejeté la nouvelle épouse. Ah, la situation des remariages. Bon, c'est compliqué. Hein, j'ai survolé votre livre. Vraiment. J'ai vu que vous avez un livre. Après et tout ça. Oui. Ouais, je suis retombé sur ça. Parlez-nous un peu, en quelques lignes. Comment ça s'est passé? C'est naturel. Hein, tout enfant qui perd sa mère et que son père veut se remarier, une certaine forme d'hésitation d'abord, d'acceptation de cette nouvelle femme. Bon, moi, je pense que c'était naturel à l'époque. C'était très naturel. C'était pas à cause de l'âge. C'était pas à cause de ça. L'âge, bon, dans les familles, ça se disait qu'elle était trop jeune pour être mère de 2 enfants déjà comme ça, parce que la dame venait de finir ses études. Et c'était un peu compliqué. Il fallait aussi l'acceptation des familles. Les gens la trouvaient un peu trop jeune. Et comment vous l'avez acceptée? Elle a eu à faire ses preuves. Elle a eu à accompagner vraiment mon père pendant des situations difficiles, parce que beaucoup de langues disaient qu'elle était là pour l'argent de mon père. Et quand mon père n'avait plus rien, quand mon père avait sombré aussi dans l'AVC, parce que lui aussi il était atteint de l'AVC comme ma mère, cette femme elle est restée là, elle n'est pas partie, elle a prêté main forte à mon père et ça, j'en serai tout le jour toujours reconnaissant en tout cas. Donc voilà un peu. Voilà, on va changer un peu de chapitre. Cette fois-ci, on va revenir un peu en politique. Les livres ici, on va pas décortiquer tous les livres, on va vous laisser. Dites-nous où est-ce qu'on peut se procurer ces livres, La vie d'un orphelin. C'est sur Amazon, c'est disponible sur Amazon, mais pour les gens qui sont sur le réseau Facebook, Instagram, vous pouvez juste taper Ruben Ntika Nkumu, écrire en inbox et on va vous répondre et vous aurez les livres en tout cas. D'accord, on va parler un peu de la politique. Ruben Ntika, vous avez parlé de Gentil Ngobila. Quelle différence établissez-vous entre la gestion de Gentil Ngobila et la gestion de Daniel Bumba actuellement? Bon, les gens risqueront de penser que je prends parti, mais les réalités m'obligent à réfléchir ainsi. La différence, c'est que c'est comme si M. Bumba n'était pas préparé pour gérer la ville de Kinshasa. M. Bumba n'était pas prêt. Comme s'il n'était pas préparé. Comme s'il n'était pas préparé parce que... Par rapport à la réalité actuelle. Par rapport à la réalité actuelle, il est dépassé par les événements d'une manière stratosphérique. Bumba dépassé par les événements. Dépassé par les événements. Il y a les inondations, il y a les embouteillages. Il est dépassé par ça. Dépassé par les événements. Un peu dépassé par les événements et c'est triste en tout cas. La ville n'est pas bien gérée. Il y a cette affaire de taxes qui se prépare dans la ville, des permis de conduire. Permis de conduire. C'est pathétique parce que vous obligez les gens à payer des taxes. Mais que faites-vous avec cet argent? Les routes, il y a des embouteillages, la ville n'est pas assainie. Vous, dans votre politique, c'est d'abord la casse. Je ne refuse pas. Il faut casser pour... Et après, on va réfléchir après. Un peu, on va réfléchir Comme les cas de Pakadjouma, ils ont d'abord cassé et puis ils sont en train de réfléchir maintenant. C'est très triste ce qui s'est passé. On est en train de vouloir leur déplacer dans un terrain qui est vide. Où il y a d'abord de préparer où est-ce qu'iront ces gens avant de poser cet acte. Et on pose d'abord l'acte et on réfléchit après, tandis que gouverner, c'est prévoir. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est dépassé par les événements. Ces décisions sont un peu trop prises à la hâte. Ce n'est pas des décisions bien préparées. Et c'est ce qui est triste en tout cas. Vous comprenez la décision d'aller casser directement à Pakadjouma et pour la baie d'Engaliema. Ils ont d'abord voulu informer, beaucoup de communications pour aller casser par la suite. C'est ça, on sent une certaine forme de discrimination même dans sa communication. S'attaquer au petit peuple, protéger une certaine classe, c'est pas bon. Il fallait aussi informer aux habitants de Pakadjouma. Bon, il y a des communiqués qui sortent par-ci par-là, qu'ils étaient informés en amont. Mais quand on fait passer, comme je vais avoir sur les réseaux sociaux, ils disent qu'ils n'étaient pas informés, ils sont surpris qu'on puisse venir juste comme ça et tout détruire.
Donc il y a une certaine forme de discrimination. Même dans sa communication, c'est pas intéressant. Et ils sont là pour les petits peuples. Ils sont là pas pour les petits peuples seulement, ils sont là pour le peuple en général. Donc il ne doit pas avoir des demi-mesures. Donc il doit faire les choses de manière équitable. On a vu depuis l'avènement de Daniel Bumba, il y a la construction de routes secondaires. Est-ce que vous avez eu l'impression que le gouvernement central, à l'époque de Gentili Ngobila, n'avait pas suffisamment accompagné l'ancien gouverneur de la ville, Gentili Ngobila? C'est ça la question qu'on se pose, c'est parce que il est du même parti politique. Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent en tout cas. Mais gouverner, ce n'est pas que construire des routes. Gouverner une ville de Kinshasa, une ville de plus de 20 millions d'habitants, ce n'est pas que construire des routes. Au-delà de l'insécurité, il y a aussi de l'insécurité alimentaire. Je ne sais pas les publics qui est derrière parce que je ne suis pas permis de poser de questions. Mais combien de fois mange-t-on par jour? C'est ça l'insécurité alimentaire. Et il y a une statistique très flagrante qui dit que il y a 70 à 75% de la population qui est en insécurité alimentaire. Les gens ne mangent qu'une seule fois par jour. Et ce n'est pas aussi tous les jours. Il fallait qu'il y ait une politique, au-delà de construire des routes, une politique alimentaire. Moi, par exemple, dans ma manière de voir les choses, comment je réfléchis, la commune de Maluku est une commune très vaste. Oui. La commune de Maluku et la commune d'Intili, c'est déjà 90% de la ville de Kinshasa. Sauf que 2% de la population y vivent, ce qui est très paradoxal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une politique alimentaire. Il faut penser qu'est-ce que les gens vont manger. Les gens ne mangeront pas de routes. C'est bien beau de construire les routes, mais qu'est-ce que les gens vont manger pour survivre? Il faut avoir une politique alimentaire dans le long terme et surtout dans cette commune qui a vocation agricole. Il faut sécuriser les espaces agricoles juridiquement. Parce que les gens commencent à construire en désordre. Je ne sais pas où est-ce que le gouverneur Bumba met sa tête. En tout cas, on construit et puis on vient casser après comme si l'État n'était pas informé. C'est ça, c'est ça. Il faut, quand je dis, c'est ça même, je disais, gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper. Ce n'est pas les gens sont en train de construire, vous êtes là, vous faites autre chose et permettez-moi peut-être bilingue, et allez, vous allez commencer ensuite à à traquer les gens pour casser leur maison. Ce n'est pas cohérent. Gouverner, c'est prévoir, c'est de pouvoir, vu que cet espace-là est d'abord vide, il faut mettre des systèmes d'urbanisation. Parce que les gens déjà commencent à acheter de manière un peu désordonnée. Il faut que l'État d'abord puisse canaliser les achats des maisons. Comme je l'ai dit, la commune de Maluku est une commune à vocation agricole. C'est une commune, grâce à sa grandeur ou à son espace, elle peut à elle seule alimenter toute la ville de Kinshasa. Mais ça, ce n'est pas au gouvernement central de le faire. Non. Vous voyez toujours Gentili Ngobila partout. Non, Daniel Bumba. Daniel Bumba. Oui, Daniel Bumba. Oui, parce que c'est lui le gouverneur de la ville. C'est lui le gouverneur de la ville. Ce n'est pas un ministre des infrastructures. Il gère la ville dans son entièreté. Comment mettre fin au problème d'embouteillage ici dans la ville province de Kinshasa? Son prédécesseur avait proposé une solution à cela. Le projet Métrokin, le projet de tas de ferraille. Il a laissé ça et une fois qu'il est parti, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a plus de suite. Il n'y a pas eu de suite, même avec le contrat avec Al-Barak, avec les Turcs. Et pourtant, c'était un contrat qui présageait bon augure, mais malheureusement, ça a été rompu de manière très brusque. Et lui aussi, il est venu avec ses partenariats. Donc, il ne regardait pas peut-être ses intérêts. Il pensait peut-être que non, les intérêts de la ville n'étaient pas suffisamment garantis par rapport à tous ces projets. Voilà pourquoi il s'est décidé d'annuler, chercher encore d'autres partenaires. Bien qu'on parle de la continuité de l'État. C'est ça. Moi, je ne pense pas parce que, par exemple, le grand marché Zando, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'on attend pour inaugurer ça? Et là, il faut poser la question à Daniel Bumba. C'est très pathétique. Oui. Donc, le grand marché peut aider. C'est vraiment une grande réalisation. C'est le plus grand marché de l'Afrique centrale que le gouverneur Gentili a eu à nous laisser. Mais malheureusement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est pas inauguré. Parce que quand on voit des images, quand on entre, on fait des inspections, on voit que c'est déjà terminé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça puisse être laissé aux gens, les gens puissent commencer à y accéder? Kinbopeto, Kinezobonga, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Moi, je pense que le gouverneur honoraire Gentili Ngobila était très méthodique dans sa façon de faire. Parce que, vous voyez un peu avec Kintoko, le recyclage et tout. Il a amené une politique de recyclage des déchets, ce qu'il n'y avait pas dans la ville de Kinshasa.
Et lui, il en bénéficie, même le gouverneur actuel. Parce qu'il y a eu des bases qui ont été mises en place, permettez-moi un peu la tautologie, comme la brigade spéciale pour la protection de l'environnement. Moi, j'ai été surpris de suivre le gouverneur sur Top Congo dire que c'est une innovation que lui, il a emmenée. Or que c'est Gentini Ngobila qui a emmené pour la toute première fois une police environnementale, d'où j'ai été même l'assistant du commandant en place qui était honoraire, plutôt le commandant qui était là avant. Donc je pense que M. Gentini Ngobila avec son programme Kinbopeto était beaucoup plus méthodique. Voilà pourquoi Elengues aussi avait des cas avant de construire ces routes-là. Oui. Mais les gens ont ensuite été indemnisés. Il n'y avait pas eu trop de bruit autour que non, les gens n'étaient pas indemnisés. Donc on construit, on chasse par rapport comme il y a maintenant avec le cas des Pakajuma. Je pense que le programme ou le projet Kinbopeto était beaucoup plus meilleur que celui de Kinshasa et Zobonga. Au-delà des casses, la ville de Kinshasa est toujours sous l'eau lorsqu'il pleut. Quelle solution pour y mettre fin? La solution, vous pouvez proposer sur les inondations qu'on enregistre ces derniers temps à Kinshasa. Oui, les drainages de caniveaux. Bon, ça aussi, ce n'est pas en entièreté à la charge du gouverneur de la ville, c'est l'OVD aussi qui doit s'en occuper. En tout cas, il n'y a pas de l'accommodation dans leur manière de faire parce que l'OVD doit aussi travailler de manière ensemble avec le gouvernorat provincial, mais comme je l'ai dit au début, ils sont dépassés par les événements. Il y a beaucoup de caniveaux qui ne sont pas curés. Quand les caniveaux ne sont pas curés, ça bloque et ça revient aux maisons. C'est normal qu'il y ait des inondations. Donc les caniveaux ne sont pas curés. La seule solution que je peux proposer, c'est de pouvoir curer les caniveaux. On va aller en Angola. En Angola, un pays frère de la République démocratique du Congo, qui est désigné comme facilitateur pour le dialogue en vue, de mettre fin à la crise sécuritaire de la partie Est. Comment jugez-vous l'attitude de l'Angola, les démarches de l'Angola pour mettre fin à la guerre dans l'Est? L'Angola s'est toujours montré d'être de bonne foi. Je pense que les présidents de l'Angola entretiennent de bonnes relations avec notre président. C'est des bons augures, c'est plutôt bien. Ils font un dialogue. Le dialogue intercongolais aussi, c'est mieux aussi que les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter des problèmes qu'il y a dans les pays. Ce n'est pas mauvais. En tout cas, je suis très favorable au dialogue intercongolais, mais qui n'a pas pour but de partage de pouvoir. Mais autour d'une table, qui voyez-vous autour de cette table-là? Je vois des politiques patriotes. Quand je dis des politiques patriotes, je vois par exemple M. Martin Fayulu. Parce qu'il n'y a pas une opposition armée. La Constitution reconnaît que l'opposition républicaine. Et c'est là qui font l'opposition républicaine peut être autour de la table de ces dialogues-là. En tout cas, selon moi, bien sûr. Mais qu'est-ce que Martin Fayulu peut proposer pour mettre fin à la crise dans la partie Est de la République pendant que lui n'a pas touché les armes? Et on veut peut-être exclure ceux-là qui ont touché les armes. Non, on n'exclut pas, mais on ne peut pas discuter... Puisque vous parlez des Congolais patriotes, ceux qui ont touché les armes, d'office, ne sont plus patriotes. Ils ne sont plus patriotes parce qu'ils ont les sons de leurs compatriotes entre leurs mains, ils ne sont plus patriotes. Que faire? Que faire? Je pense que l'apport ou la demande, parce que c'est beaucoup lui qui a ces discours-là de convoquer les dialogues, certainement il a des idées, peut-être je ne suis pas au courant, vu que je ne suis pas trop de près, mais je pense qu'il a des idées et il peut apporter une idée. L'opposition ne doit pas se résumer seulement à critiquer. Critiquer sans proposer, c'est un peu de la stupidité, permettez-moi un peu le terme. Au-delà de faire l'opposition républicaine doit aussi proposer. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, on va changer de chapitre afin de prendre rapidement des questions des publics derrière moi. L'accord de Washington, on va y revenir un peu. On a jubilé ici à Kinshasa, disons que la guerre était finie, mais aujourd'hui, le Rwanda continue toujours de collaborer, officiellement collabore, il a même dit, officiellement, il collabore avec le M23. Attendez-vous de sanctions de la part des États-Unis ou soit la communauté internationale est toujours en train d'accompagner ce qui se passe du côté du Rwanda? L'agression rwandaise dans notre pays. Bon, dans votre question, je pense que vous serez bien d'accord avec moi que cette histoire-là de progression de l'ennemi a eu quand même... ça s'est estompé un peu, c'est un peu en baisse.
Parce que qu'est-ce qu'il disait, lui, le rebelle Corneille Nama? Il nous avait donné même des dates. Des dates. Oui. Et là, il a à revoir ses ambitions parce que la diplomatie agissant du chef de l'État a eu quand même de bons résultats. Je pense que cet accord a soulagé déjà pour un premier temps la situation de l'Est parce qu'on constate un peu une certaine accalmie. Cet accord est un accord prometteur. Déjà, les États-Unis jouent un grand rôle dans le monde en termes de paix avec le président Donald Trump, un président que moi j'admire personnellement, qui a eu à mettre fin à beaucoup de conflits, déjà 8 au monde. Donc, même si pour moi il méritait aussi les prix Nobel, je vais mettre son il a toujours revendiqué ça. Vraiment. Donc oui, parce que cette guerre, et pouvoir mettre son intérêt dedans ou mettre de sa personne dans cette guerre, c'est déjà beaucoup. Cette guerre a déjà occasionné plus de 12 millions de morts. 12 millions de morts, c'est la population de la République du Gabon. Donc c'était déjà assez. Il fallait que la communauté internationale aussi regarde cette question de plus près et nous avons les résultats en tout cas. Comment jugez-vous la gestion de cette crise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il gère cette crise d'une main de maître, personnellement, parce que vu comment les choses allaient très vite et comment les choses s'observent aujourd'hui, en tout cas, il a la maîtrise. Je ne vois pas en quoi pourrons-nous lui reprocher ou qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Il a bien géré cette crise et il s'en sort beaucoup mieux, en tout cas, selon moi. Merci beaucoup. Nous passons directement aux questions du public. Nous prenons la première partie de questions. Vous ouvrez le micro et puis vous vous présentez. Ok. Monsieur Rubin, oui. Je suis Soussé Kamara. Ma question c'est de savoir, pensez-vous que la famille élargie a-t-elle le droit de toucher au bien des orphelins? Je pense que la famille élargie, non, c'est pas dans la loi, parce que la loi dit que 75% revient aux enfants et 12,5% revient à la famille. Quand on parle de la famille, on voit la mère de celui qui est décédé. Et 12,5% revient à la femme. Mais c'est malheureusement qui n'est pas observé en Afrique, principalement au Congo. C'est beaucoup plus la famille qui prend tout. Voilà pourquoi dans ma proposition de réforme, j'ai eu à proposer l'assistanat social qui va accompagner même, que ce soit dans le partage des biens dans des familles. Il faut qu'il y ait un partage équitable. La famille élargie n'a pas le droit de mettre la main sur les biens des orphelins en tout cas. Ma deuxième question est que pourriez-vous pardonner à un autre qui a volé votre héritage? Oui, je suis chrétien, je peux pardonner. Vous avez pardonné. Vous regardez la caméra. Au-delà de tout ce qui s'est passé. Au-delà de tout ce qui s'est passé, vous avez pardonné. Oui, je pardonne. Certainement aussi, ils me suivent. Je leur passe aussi le bonjour. Je leur pardonne. Je n'ai plus de rancœur. Pour avancer, il ne faut pas garder rancœur en soi. Pour progresser, il faut avoir un cœur libre, un cœur dégagé. Donc je pense que je leur pardonner. Il faut pardonner surtout. D'accord, la question suivante. Ok, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, j'aime bien l'intitulé de votre livre. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Alors, pensez-vous que la réussite d'un orphelin un orphelin peut se venger par la réussite vers ses oncles paternels ou maternels qui lui ont fait du mal dans le passé ou peut-être qui lui ont arraché l'héritage, le bien de la famille. Alors, pensez-vous que sa réussite dans la vie peut être comme une meilleure vengeance? Et réussir sa vie personnellement peut être, c'est une meilleure vengeance. Réussir personnellement quand tu es confronté à cette situation-là, tu es à souffrir une certaine forme d'injustice. Réussir personnellement, c'est vraiment c'est la meilleure des vengeances. Mais prendre l'élément moteur de prendre les dessus sur ses oncles, je ne pense pas que ce soit vraiment adéquat. Il faut réussir, par exemple pour moi, mon moteur principal était de voir mon petit frère en bonne santé étudier et continuer ses études. Moi, ça a été mon moteur, c'est ça vraiment qui m'a transcendé, de pouvoir quitter un peu mon côté français là, comme les gens disent, et de pouvoir être maintenant dans la praticabilité en cherchant du travail, ça la même, ça m'a beaucoup. C'est comme ça que j'ai à transiter vers ces côtés-là de la vie. C'est vraiment ça l'élément moteur qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui en tout cas. Ok. Alors, ma deuxième question est celle de savoir,
selon vous, qu'est-ce qui explique que certaines personnes préfèrent croire à la sorcellerie en cas de deuil? Les églises, comme j'ai dit, les églises aussi ont une responsabilité très importante dans ces histoires parce que on constate qu'il y a beaucoup trop de calomnies dans des églises. On peut venir avec un enfant orphelin, certainement pour se faire de l'argent, on accuse facilement cet enfant Zandou qui est toutes les églises. Vous pensez que c'est l'église qui favorise deux fois tout ça? Oui, moi dans mon cas, si vous lisez dans le livre, c'est l'église. C'est l'église un peu qui a eu à favoriser certaines situations. Mais je pense qu'il faut aussi un recadrage dans ces secteurs. Moi, je pense que pour prêcher ou pour avoir une autorisation de pouvoir prester ou avoir une église, il faut au moins être licencié. On voit des églises qui sont en train de polluer la ville province de Kinshasa. Que ce soit en termes de nuisances sonores, que ce soit en termes de décisions, parce que quelqu'un qui n'est pas assez mature, quelqu'un qui n'est pas assez apte intellectuellement, ne peut pas gérer des familles. Parce que quand on est un pasteur de l'église, on gère des familles. Moi, par exemple, mon ami le plus proche est un pasteur. Je vois comment il arrive à gérer, comment prendre des décisions. Mais si lui-même, il n'était pas assez formé, il pouvait inciter des gens dans des erreurs. Donc déjà, quand tu es pasteur d'une église, il faut beaucoup apprendre. Parce que beaucoup de gens prennent ta décision comme certaines formes de sacralité. Donc si tu donnes un mauvais conseil, les gens vont mal le prendre. Comme ça a été le cas avec moi, on a dit que nous étions des sorciers et on nous a mis à la porte. Donc moi je demande, il faut une certaine sagesse pour avoir une église en tout cas. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Ribet, Oui. moi c'est Vanille Dina. Vous avez eu à évoquer sur votre livre que la voix d'un orphelin est la voix de Dieu. Et j'aimerais savoir, est-ce un cri de détresse ou un cri de victoire? Maintenant là, je peux dire que c'est un cri de victoire parce que quand je dis que la voix d'un orphelin, c'est forcément la voix de Dieu, c'est par rapport à mon parcours. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive quand même à m'en sortir dans la vie, c'est parce que Dieu a eu à être de mon côté. Donc ça veut dire que Dieu m'a accompagné durant tout mon parcours. Parce que j'étais dehors, j'étais dans la rue, je pouvais être au Koulouna aussi, je pouvais aussi me faire enlever, on pouvait aussi me faire du mal. Mais ça n'a jamais été le cas en tout cas. Donc quand je dis que la voix d'un orphelin, c'est forcément la voix de Dieu, j'essaie un peu de démontrer une certaine forme de consubstantialité, une certaine forme de communion qu'un homme peut avoir avec son Dieu. Alors, ma deuxième question, quelles sont les relations que vous entretenez avec ce qui vous en fait du mal? Les relations, je ne vais pas mentir, les relations ne sont pas au bon fixe en tout cas. Mais si quand même on se voit un bonjour, je ne manque pas. Pourtant, et de surcroît, ce sont des gens plus âgés que moi, donc s'il faut les saluer, je les salue en tout cas. Et ma dernière question, pensez-vous que l'État congolais est un parent absent pour la jeunesse? Exactement. Voilà pourquoi j'ai condamné même le ministère des Gens, famille et enfants, qui s'occupe que de vous les femmes. On n'a jamais vu un homme être nommé là-bas. On n'a jamais vu un homme être nommé là-bas. Nous militons pour que ça change. Vraiment. C'est que 50%, on veut 50% des femmes dans le prochain gouvernement, beaucoup plus de femmes dans de hautes fonctions. Ce n'est pas mauvais tout ça. Je pense qu'aussi il faut protéger les enfants. Comme je vais le dire, le ministère c'est du genre famille et enfants. Dans sa nomenclature, il y a aussi la responsabilité des enfants là-bas. Il faut mettre en place des mécanismes, par exemple une brigade spéciale pour la protection des enfants aussi, pour que ça soit aussi comme en Europe. Quand un enfant est maltraité, il y a un numéro qui peut composer, qui peut venir lui sauver dans des mauvaises phases, de mauvaises situations. En Afrique ou au Congo, vraiment, ce n'est pas encore accentué. Il faut vraiment mettre un accent sur ça en tout cas. Alors on va prendre la dernière partie de l'émission consacrée au carton rouge. Riben Tita, vous avez 3 cartons rouges. 3 cartons rouges. Le premier carton, vous le donnez à qui? Le premier, je ne peux que le donner au gouverneur actuel. Malheureusement, qu'une est... Daniel Bumba. Daniel Bumba, carton vraiment, rouge. Carton rouge à Daniel Bumba. Ce serait mieux qu'il puisse faire des efforts dans la gestion de la ville. Je ne le critique pas seulement pour critiquer, mais je le critique parce que je suis moi-même aussi un habitant de Kinshasa. Si les choses vont mieux, moi aussi j'irai mieux. Deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge.
Je vais donner deuxième carton rouge, le ministre provincial de l'environnement. Ministre provincial de l'environnement. Oui, oui. Pourquoi? Il y a eu, je dirais pas un scandale, mais il y a eu un effet de buzz qui s'est passé à la télé, où on lui voit donner injonction qu'on puisse arrêter un militaire, un officier, un capitaine aussi en tenue. Déjà, c'est contre la loi parce que l'article 149 de la Constitution consacre l'indépendance de l'appareil judiciaire. Et la seule personne ou le seul ministre habilité pour pouvoir donner une injonction d'arrestation, c'est le ministre de la Justice. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite par rapport à... Il n'y a pas de suite, il n'est même pas inquiété. Il n'est même pas inquiété. Donc voilà, je pense que ce n'était pas très plaisant. Et surtout dans cette situation dans laquelle le pays traverse avec cette agression et tout. Ce n'est pas une bonne communication, cet événement-là en tout cas. Personnellement, mon deuxième carton rouge, je donne ça à M. Léon Moulumba. Léon Moulumba. Dernier carton rouge. Le dernier carton rouge, je vais finir au ministère du genre, famille et enfants. Je ne sais pas qui gère là-bas. Déjà, il n'est pas visible, on ne connaît pas, il ne communique pas assez. Donc, il serait mieux que vraiment qu'elle puisse s'intéresser aussi au cas des enfants félins, des enfants en difficulté. Donc, ça serait beaucoup plus mieux en tout cas. Voilà mes 3 cartons rouges en tout cas. On va pas finir cette émission. Je rappelle que vous êtes aussi politique. Eh oui. Vous dirigez un mouvement Congo Gagnant. Pourquoi Congo Gagnant? Congo Gagnant, c'est d'abord quelque chose d'interpellateur. C'est d'abord pour toucher la conscience des jeunes Kinois et Congolais en général. Congo Gagnant, c'est sensibiliser d'abord l'être humain parce que moi, je pense, selon moi, que l'homme congolais ne peut qu'aller mieux que si il est positif. Donc Congo Gagnant, c'est une structure de positivisme. C'est une structure qui aide les gens à voir beaucoup plus mieux, à voir beaucoup plus loin et sortir un peu du négativisme qui règne au fief des jeunes Congolais en tout cas. En quoi ça vous diffère avec d'autres structures politiques? La différence est que nous sommes beaucoup plus dans la sensibilisation des jeunes. Nous parlons aux jeunes, nous formons des jeunes. Comme là, par exemple, nous étions dans la commune de Kissinsou. Oui, parlons-en justement. Si on peut même en parler. La commune de Kissinsou, jusqu'en 2023, il n'avait ni boulangerie, ni industrie. Donc, on voit à quel point les gens là-bas ne travaillent pas. Donc, là-bas, ce n'est pas, je ne peux pas mettre ça en termes de pourcentage, mais là-bas, tout le monde est au chômage. Il y a les gens qui ne travaillent pas. Et nous sommes venus apporter un plus en formant quelques jeunes, malgré avec nos faibles moyens de bord. Mais nous avons proposé une série de formations aux jeunes de Kissinsou, de pouvoir apprendre quand même quelque chose, qu'il y ait au moins des jeunes créateurs d'entreprises aussi dans cette commune. Parce que la commune aussi doit vivre aussi des taxes. Donc si la commune ne vit pas, donc c'est l'administration communale aussi qui n'existe pas quasiment. Donc voilà, c'est un peu ça. La commune de Kissinsou, parlons aussi de notre passage. En tout cas, nous avons été réussis très favorablement, sauf qu'il y a beaucoup trop de problèmes dans cette commune. Et cette commune est oubliée de la gestion de la ville de Kinshasa. Même dans la loi budgétaire qui a eu à être votée pour Milga à l'Assemblée provinciale, il n'y a pas vraiment une grande quote-part réservée dans cette commune. Je pense que c'est une commune qui est oubliée et prochainement, dans certaines émissions, j'essaierai un peu de parler un peu plus de cette commune-là, en tout cas. Ribin Tika, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot. Un dernier mot. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est aux gens qui sont votre caméra. Dans la caméra, d'accord. Tout ce que je peux dire aux gens qui se retrouvent dans la situation que j'ai eu à traverser, les orphelins qui sont malmenés, des orphelins qui ont eu à être traités des sorciers, des orphelins qui sont insultés, des orphelins qui sont menacés tout le temps, des orphelins qui subissent des injustices. En tout cas, tout ce que je peux dire, ne perdez pas espoir. Voici devant vous, vous avez l'un de vôtres qui a été aussi dans vos situations, mais aujourd'hui qui a réussi quand même dans la vie et qui arrive à s'en sortir. Donc tout ce que je peux vous recommander, c'est d'être dans la chrétienté, de prier et de garder toujours vos bonnes valeurs. Ne vous hasardez pas à certaines pratiques obscures, gardez toujours espérance. Voilà un peu mon dernier message que je pourrais dire. Merci beaucoup, M. Ribin Tika, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du Congo Gagnant et puis vous êtes auteur d'un livre intitulé « La vie d'un orphelin ». Merci pour cet bel échange. On va se retrouver
dans Politis avec notre invité et d'autres questions de la République démocratique du Congo. Si je n'y reviens pas, bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine. Restez-nous toujours branchés, restez-nous toujours fidèles sur Bravo Télévision.